décollage de la Lune est sans doute le moment le plus délicat de toute la mission. Les astronautes doivent garder une concentration maximale et doivent pouvoir communiquer entre eux instantanément si quelque chose se passe mal. Pourquoi alors mettre en danger leur propre sécurité en faisant retentir cette musique dans la cabine et en risquant ainsi de perdre leur concentration et de ne pas pouvoir communiquer clairement entre eux? Il est évident que si l'on voulait vérifier que le module lunaire était bien un engin capable d'atterrir et de repartir de la Lune, il suffirait de prendre les plans originaux du LEM et de les insérer dans un ordinateur moderne de simulation. Avec les outils informatiques dont nous disposons aujourd'hui, il serait en fait extrêmement facile de vérifier toutes les fonctionnalités du LEM sans avoir besoin de le renvoyer dans l'espace. Malheureusement, les plans originaux du module lunaire n'existent plus. Apparemment, la société Grumman, qui a construit le LEM, a décidé de s'en séparer car ses plans prenaient trop de place. Pour expliquer ce geste incompréhensible, le site de debunking Clavius affirme « Grumman est une société d'ingénierie aérospatiale et non un musée. Il ne désirait pas archiver les milliers de mètres cubes de documentation du projet et en assumer le coût. » Alors justement, pourquoi ne pas les donner à un musée ? Le LEM est la seule machine au monde à être parvenue à emmener des êtres humains sur un autre corps céleste. Il a donc une valeur exceptionnelle et il y a sûrement des dizaines de musées dans le monde qui se seraient mis en quatre pour pouvoir exposer au public ces plans de construction. Au lieu de cela, il faudrait croire que toute cette documentation a été détruite simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la stocker. Mais il y a un fait encore plus déconcertant que la disparition des plans du LEM. Il s'agit de la disparition des bandes originales qui contenaient les images des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Nous parlons tout simplement ici du document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Les premiers pas d'un être humain sur un autre corps céleste, le tout enregistré sur une bande magnétique par les stations réceptrices situées sur Terre. Comme tel, on s'attendrait à ce que ces bandes magnétiques soient conservées sous clé, dans un air à température et humidité ambiante contrôlée, dans un lieu accessible seulement par quelques personnes triées sur le volet. Mais rien de cela ne s'est produit. Avec une grande sérénité, la NASA nous explique qu'elle ne retrouve pas les bandes originales. La nouvelle fut tellement déconcertante que le réalisateur Aaron Rannon a voulu vérifier tout ceci en personne en interviewant directement l'ex-directeur de vol de la mission Apollo 11, Gene Kranz. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. But your own research has shown the telemetry data is missing. That's right. Dans les archives de la NASA aussi, au centre spatial Goddard du Maryland, Aaron a reçu la même réponse embarrassée. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So, unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Mais écoutons plutôt l'explication de ces faits inconcevables qui nous est donnée par les debunkers. L'ha persa per una ragione puramente burocratica. All'epoca questi nastri erano considerati inutilizzabili. La registrazione del segnale televisivo fuori standard fu registrata su una traccia dei nastri di telemetria, quelli che davano le pulsazioni, lo stato del veicolo e via dicendo. Secondo prassi, dopo un certo numero di anni, i dati di telemetria delle missioni, se non li chiama più nessuno, vengono mandati alla cancellazione, perché i nastri costano e allora non si lasciano lì a marcire, si smagnetizzano, si riutilizzano. D'après Attivissimo, donc, il y aurait une pratique habituelle de la NASA consistant à détruire automatiquement les bandes magnétiques si personne ne les a plus demandées. Même si ces bandes, comme nous l'avons vu, contiennent tout simplement la documentation la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, soyons clairs, la perte des images originales des premiers pas de l'homme sur la Lune n'est pas en soi un dommage irréparable, puisqu'il existe des copies de leur transmission numérisées récemment et qui sont même de meilleure qualité que les originaux disparus. Mais le problème est que ces bandes, en plus des images de la promenade lunaire, contenaient des données scientifiques importantes de télémétrie qui allaient du rythme cardiaque des astronautes aux mesures techniques de l'état des instruments du LEM, et donc aussi de sa situation effective dans l'espace à ce moment-là.
Donc, si par hasard, le LEM ne se trouvait pas à cet instant à la surface de la Lune, ou si la situation à bord était, d'une façon ou d'une autre, différente de celle qui a été racontée, on aurait pu le déduire très facilement des données de télémétrie. Par conséquent, ceux qui le désirent peuvent tranquillement continuer à croire à l'histoire des bandes effacées et réutilisées parce que ça coûtait trop cher. Les autres peuvent voir poindre une question légitime. Qu'y avait-il donc de si important sur ces enregistrements qu'il faille inventer une excuse si peu crédible justifiant de ne plus pouvoir donner accès aux chercheurs ou aux scientifiques qui voudraient les examiner? Analysons maintenant l'aspect des télécommunications entre la Terre et la Lune. Il y a en effet plusieurs éléments qui ne cadrent pas, comme par exemple le retard des communications radio entre la base de Houston et les astronautes. La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 400 000 km. Pour cette raison, un signal radio met environ 1 seconde et 3 dixièmes à atteindre notre satellite et 1 autre seconde et 3 dixièmes pour revenir à la base. Cela signifie que lorsque le centre de Houston posait une question aux astronautes sur la Lune, leur réponse aurait dû mettre au moins 2,6 secondes à revenir à la base. 1 seconde 3 dixièmes pour que la question parvienne à l'astronaute et 1 seconde 3 dixièmes pour que la réponse revienne sur la Terre. Pourtant, il y a certains cas où la réponse des astronautes arrive bien avant ce délai. Voici un exemple. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. La réponse est quasi immédiate. Elle met à peine plus d'1 seconde pour nous revenir. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. Ceci est la piste audio originale. Et voici la partie qui contient la question venant de Houston. Et là, la réponse de l'astronaute. Le temps entre la fin de la question et la réponse est seulement de 1 seconde et 1 dixième. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. C'est trop court pour que cette conversation ait pu se produire entre la Terre et la Lune. Naturellement, pour faire ces vérifications, nous avons utilisé les bandes-son originales de la NASA, non modifiées, qui sont distribuées dans le monde entier par Spacecraft Films. S'il y a une chose d'ailleurs sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est pour dire que les DVD de Spacecraft Films sont les seuls originaux de référence auxquels on peut se fier pour ce type de recherche. Attivissimo lui-même le confirme lors de ses conférences. Poi ci sono i DVD come questo qui, Apollo 11, c'è tutta la serie, sono tutte le trasmissioni televisive che sono state fatte in diretta, lo sbarco, tutto. Quello è il riferimento. Se c'è una falsificazione è lì che la dobbiamo cercare, non è sulla copia trovata su YouTube. Questa è la versione di riferimento. Dans cette conférence également, Attivissimo confirme que ces DVD originaux ne comportent aucune coupure et aucun montage d'aucune sorte. DVD come questo, che si possono comprare tranquillamente su internet o dove volete, contengono tutte le riprese originali, tutto, senza censure, senza tagli, senza riportaggi, esattamente così come è arrivato. Ce fait est confirmé par Clavius, le site de debunking qui fait autorité sur les questions lunaires. Les DVD de Spacecraft Films, écrit Clavius, contiennent les numérisations des vidéos et les films originaux du programme Apollo, non modifiés. Reste une chose curieuse, si l'on se rend sur le site de l'Apollo Journal où la NASA a mis en ligne les transmissions audio divisées en plusieurs petits clips, le retard de communication semble soudain redevenu correct. Ceci est la piste audio de la même scène prise sur le site de l'Apollo Journal. La question qui arrive de Houston reste inchangée. Mais la réponse semble avoir été placée environ 4 secondes plus tard. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. C'est comme si, en chargeant le clip sur le site, quelqu'un s'était aperçu que la réponse était trop proche et avait inséré une pause pour mettre un délai plus juste. Mais sur la bande audio originale de Spacecraft Films, ce délai n'existe pas. Cette conversation ne peut pas avoir eu lieu entre la Terre et la Lune. Il existe un autre cas où la réponse de l'astronaute arrive beaucoup trop vite. We're interested in either documented samples or a rake sample there if you think it looks like a good area for a rake sample. Okay, understand, Joe. 1 seconde et 6 dixièmes. La réponse est trop rapide d'au moins 1 seconde pour pouvoir provenir de la Lune. Il y a même un cas au cours de la même mission où la réponse met moins de 1 seconde à parvenir à la base. Rover, this is Houston. Go ahead. 9 dixièmes de seconde exactement.
C'est comme si cet astronaute, au lieu de parler depuis la Lune, s'était trouvé dans la pièce à côté. Rover, this is Houston. Go ahead. Question. Étant donné que nous avons examiné les vidéos originales de Spacecraft Films et que les débunkers confirment qu'elles n'ont pas été modifiées, pouvez-vous expliquer pourquoi, à plusieurs reprises, le retard entre la question et la réponse est nettement inférieur à ce qu'il devrait être si la conversation avait réellement eu lieu entre la Terre et la Lune? Venons-en maintenant à un autre aspect des communications qui pose de sérieuses questions de crédibilité, les transmissions en direct à la télévision. Les 3 premières missions lunaires, Apollo 11, 12 et 14, avaient envoyé vers la Terre des images télé relativement mauvaises. Mais à partir d'Apollo 15, la technologie des transmissions télé fut complètement modernisée. Désormais, non seulement les astronautes disposaient du rover, la fameuse Jeep lunaire, mais ils avaient aussi une caméra couleur qui était montée sur le rover, nous permettant ainsi de suivre en direct à la télévision les différentes opérations sur le sol lunaire. Cette caméra, surnommée Rover TV, était manœuvrée à distance directement depuis la Terre par un technicien spécialisé. Pour transmettre les images vers la Terre, les astronautes disposaient d'une antenne spéciale en forme de parapluie montée elle aussi sur le même rover. Naturellement, les astronautes pouvaient transmettre les images seulement quand ils étaient à l'arrêt, entre 2 déplacements, car le parapluie devait être pointé avec précision vers la Terre avant de pouvoir commencer à transmettre. La Terre et la Lune sont en effet distantes de presque 400 000 km, et il suffit d'une erreur d'angle même minime pour que la transmission manque la cible. Sur le site de la NASA, on peut lire « L'antenne à haut gain émet dans un rayon assez fin qui permet à la parabole de 85 mètres située sur Terre de recevoir le signal adéquat. L'antenne avait un gain nominal de 24 décibels au centre qui se réduisait à 20,5 décibels sur un cône de 10 degrés d'angle. » Autrement dit, en augmentant l'angle de transmission, on réduisait rapidement le signal. Pointer avec précision l'antenne n'était pas facile, écrit la NASA, et il fallait d'abord effectuer une délicate opération manuelle d'alignement de l'axe de l'antenne émettrice. Après quoi, les astronautes procédaient à l'opération précise de visée à l'aide d'un œillet optique monté directement sur l'antenne. Comme on peut le lire dans le manuel d'entraînement de la NASA, l'opération de visée de l'antenne requiert un instrument optique, puisque la Terre est large d'environ 2 degrés lorsqu'elle est regardée depuis la Lune. Ceci est l'œillet de visée de cet instrument optique. Chaque carré correspond à un angle d'environ 3 degrés. L'alignement de l'antenne, explique le manuel, doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre. Cela se produit lorsque l'image de la Terre se trouve au centre de la cible. Le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point à cause du cône d'émission très fin de l'antenne. Autrement dit, il suffit d'une erreur d'alignement de 2 degrés dans n'importe quelle direction pour que la Terre soit totalement en dehors de la cible. Rappelons que la caméra et l'antenne sont toutes deux montées sur le rover, et que par conséquent, une petite ondulation de la première équivaut à une même ondulation pour la seconde. C'est un problème bien connu pour qui s'occupe de transmission par satellite vers la Terre. Les unités mobiles disposent en effet d'un système de pieds amovibles, qui sont utilisés une fois l'engin transmetteur correctement positionné, de façon à éviter toute oscillation. Et sur la Terre, la marge d'erreur est bien plus grande que pour une transmission depuis la Lune, car nous parlons d'une distance des satellites géostationnaires bien inférieure à celle entre la Terre et la Lune. Il est évident que pour maintenir la connexion avec la Terre, le rover devait rester pratiquement immobile pendant toute la durée de la transmission. Or, nous avons plusieurs situations où les astronautes font bouger ostensiblement le rover et donc aussi l'antenne sans pour autant que le signal ait été interrompu. En général, cela advient quand l'un des astronautes s'approche du rover pour y prendre ou y déposer des instruments. Pour évaluer l'ampleur des ondulations, il suffit de regarder comment la ligne d'horizon bouge tout au fond. Doté d'amortisseurs très souples, le rover oscille de façon visible dès que quelqu'un le touche. Mais comme nous l'avons dit, le signal télé ne décroche jamais.
Rappelons que chaque oscillation de la caméra correspond aussi à une oscillation de l'antenne émettrice. Pourtant, comme par magie, le signal télé ne s'interrompt jamais et ne se dégrade pas le moins du monde. Vu à travers l'œillet de visée optique de l'antenne, les oscillations du parapluie doivent avoir ressemblé à cela. Question. Sur Terre, les véhicules émetteurs sont équipés de pieds amovibles pour les stabiliser pendant les transmissions. Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas également équipé le rover qui devait transmettre d'une distance plusieurs dizaines de fois supérieure à celle d'un simple satellite en orbite terrestre ? Étant donné que d'après le manuel de la NASA, l'alignement de l'antenne doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre et que le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point. Comment a-t-il été possible de réaliser des transmissions télé malgré des mouvements comme ceux-ci, sans que le signal ne se dégrade ou ne s'interrompe à un moment pendant le direct depuis la Lune ? Examinons maintenant un autre volet intéressant, celui du comportement de la poussière sur la Lune. Sur Terre, la poussière adhère aux objets grâce à l'humidité de l'air. Sur la Lune en revanche, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas d'humidité. Théoriquement donc, la poussière lunaire ne devrait pas pouvoir s'accrocher à une quelconque surface. En regardant les images des missions Apollo, nous avons pourtant des dizaines de cas apparemment inexplicables où la poussière lunaire s'accroche un peu partout. On le remarque par exemple sur les combinaisons des astronautes, non seulement dans la partie inférieure des jambes, mais aussi sur les bras, le torse et même sur les sacs à dos. Ce sont souvent les astronautes eux-mêmes qui soulignent la quantité de poussière qui les recouvre. I am covered from head to foot with dust. Yeah, we got some work to do here, boy. You're all dirty. You ought to see you back. I couldn't have gotten any dirtier than you. Même au centre de Houston, ils commentent le problème. Looks like you guys have been playing in a coal bin. La poussière s'attache également de façon inexplicable sur les appareils photo et sur leurs objectifs. Les astronautes eux-mêmes s'en plaignent souvent. We haven't checked the dust on the lens on these cameras. Le problème devient parfois si grave qu'ils n'arrivent plus à lire les informations sur les objectifs. So much dust on the camera, it's hard to read the settings. Le même problème se présente pour les caméras utilisées par les astronautes. On note dans ce cas que de nombreux grains de poussière se sont collés à l'objectif de la caméra. Et ici, c'est même tout l'objectif qui se trouve couvert de poussière. Les taches blanches sont les seules zones de l'objectif où la poussière n'est pas présente. Parfois, les astronautes eux-mêmes s'en aperçoivent. I think we need to dust the TV lens. It's pretty dusty. D'autres fois, la demande de nettoyer l'objectif émane directement du centre de contrôle. Before we leave this area, we want you to brush the LCRU and the TV camera lens. Ces images tournées sur la Terre montrent la poussière qui reste attachée à l'objectif à cause de l'humidité. Pourquoi ce même phénomène se produit-il aussi sur les objectifs utilisés par les astronautes puisqu'il n'existe pas d'humidité sur la Lune ? Même le gnomon, qui sert à corriger les couleurs sur les photos, ne veut rien savoir et prend la poussière lui aussi. Radar Noman's pretty dirty, unfortunately, Joe. Just no way to keep that color chart clean with all this dust. Roger. Mais il n'y a pas que les combinaisons et les instruments des astronautes qui sont recouverts de poussière. Regardez par exemple le châssis du rover avec les tubes et le capot du moteur complètement recouverts de poussière. Ou bien les garde-boue du rover et toute cette poussière collée à l'intérieur ou sur la face externe. Certains des bunkers ont suggéré que toute cette poussière pouvait rester attachée aux objets à cause d'une sorte d'effet électrostatique. Mais ce n'est pas plausible pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il s'agit de matériaux complètement différents entre eux. Les combinaisons des astronautes, les appareils photo, les surfaces sur la Jeep lunaire, l'objectif des caméras. Ensuite, c'est la NASA elle-même qui dément cette hypothèse lorsqu'elle explique que l'effet électrostatique sur la Lune peut seulement exister dans les zones d'ombre, car dans la partie éclairée par le Soleil, cet effet est instantanément dissipé par le vent solaire.
Sur le document qui étudie les charges électrostatiques à la surface de la Lune, on peut lire: sur la surface lunaire exposée au Soleil, où l'effet photoélectrique est prédominant, les charges électrostatiques se dissipent quasi instantanément dans tous les cas. Pour cette raison, l'accumulation de charges électrostatiques pendant le jour lunaire est un problème qui ne se pose pas. Enfin, il faut dire que dans certains cas, plus que de la poussière, il semble s'agir de véritables boues. Regardez par exemple ces trous de la Jeep lunaire. Ou bien encore cette autre image montrant la roue de la Jeep lunaire avec la jante complètement recouverte de boue. On dirait qu'on a affaire à une roue embouée filmée sur Terre. Il y a aussi un autre exemple encore plus surprenant. Ceci est une expérience de dégradation thermique effectuée durant la mission Apollo 14. Comment le sable peut-il s'être compacté au point de ressembler à de la boue si nous sommes réellement en l'absence d'humidité? Et il y a un autre détail à noter. Ces pièces métalliques gravées d'une série de lettres et de chiffres qui ont été par la suite remplies de sable. Comment se peut-il que le sable réussisse de surcroît à garder la forme du numéro original une fois sorti du sillon où il s'est formé? Ici par exemple, nous voyons le numéro 5 qui est resté pratiquement intact par rapport au numéro gravé où il se trouvait. Et là, le numéro 3, lui aussi pratiquement intact. Comment le sable peut-il conserver ainsi la forme du numéro après s'être déplacé de son siège, s'il n'y a vraiment aucune humidité? Mais peut-être que le plus grand problème de tous est celui posé par les empreintes que les astronautes auraient laissées sur le sol lunaire. Où qu'ils aillent, en effet, les astronautes laissent des dizaines d'empreintes très nettes sur le sol. Mais on peut se demander pourquoi la poussière lunaire reste ainsi fortement compacte, jusqu'à garder la forme exacte de la semelle, étant donné que sur la Lune, il n'y a ni atmosphère, ni humidité. Nous savons tous que pour donner une forme déterminée à du sable, il faut au préalable le mouiller. Si au contraire le sable reste sec, les grains ne s'agglomèrent pas entre eux et la forme n'est pas conservée. Les débunkers prétendent que la poussière lunaire, appelée régolithe, a une surface beaucoup moins polie que la poussière terrestre et qu'il suffit donc d'une simple pression de chaussure pour la compacter, même en l'absence totale d'humidité. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters se sont fait prêter par la NASA la réplique d'une botte d'astronaute et une certaine quantité de poudre spéciale préparée par la NASA elle-même qui possède les mêmes caractéristiques que la poussière lunaire. So for this test, NASA has given us a lunar regolith simulant. It's manufactured to test equipment that is going to the moon. It's very similar to lunar dust in the fact that each particle is very sharp. Dirt on Earth has been weathered, so it's very smooth. So this is as close to lunar dust as we can get. C'est une poudre que Paolo Attivissimo connaît bien lui aussi. Questo è un campione, è un simulante, si chiama, un simulante di regolite, che è la polvere di luna sintetica che si usa per collaudare i veicoli che poi torneranno sulla Luna. Les Mythbusters ont alors mené une expérience dans une chambre à vide, c'est-à-dire en l'absence complète d'humidité, répliquant ainsi les conditions que l'on trouve à la surface de la Lune. The rig is ready to take its one-legged step, and the vacuum chamber has been vacuumed. Boot stop, vacuum. Here we go. In 3, 2. Notons que les Mythbusters ont pris le soin d'ajouter des contrepoids pour simuler le poids exact d'un pied d'astronaute sur le sol lunaire. 1. Yeah! Take that! Yeah! Look at that. We made a footprint inside of a vacuum. And there was no water vapor, which is what this conspiracy theory is all about. In your face, conspiracy theorists! Mais les Mythbusters ont chanté victoire un peu trop vite, car ils n'ont en aucun cas reproduit les empreintes laissées par les astronautes des missions Apollo. Regardez à quel point les barrettes de sable formées sous la semelle des astronautes sont solides et carrées. Ce sont pratiquement des parallélépipèdes parfaits avec des angles nets et bien dessinés. Ces barrettes sont tellement solides et compactes qu'elles gardent leur forme même une fois cassées en plusieurs morceaux. On dirait presque de l'argile qui aurait séché au soleil. Il est clair que nous sommes face à un résultat bien différent de celui obtenu par les Mythbusters dans la chambre à vide.
Si l'on essayait de casser en deux ou simplement de déplacer une de ces barrettes de sable, il est certain qu'elle ne resterait pas compacte et unie. Les Mythbusters, avec leur expérience, ont réussi à nous démontrer l'exact contraire de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'en l'absence d'humidité, il est impossible de reproduire les empreintes laissées par les astronautes. Question. Étant donné que sur la Lune, il n'existe pas d'humidité et que le vent solaire dissipe quasi immédiatement toute éventuelle charge électrostatique, pouvez-vous expliquer pourquoi la poussière reste constamment attachée à n'importe quelle surface, que ce soit les combinaisons des astronautes, les appareils photo, la carrosserie du rover ou le verre des objectifs? Pouvez-vous nous dire comment des couches comme celle-ci peuvent se former sur les roues du rover au point de ressembler à de la boue? Et pourquoi la poussière lunaire reste ainsi compacte, conservant parfaitement la forme des numéros après être sortie du logement où elle s'était formée? Étant donné que les Mythbusters ont reproduit les conditions lunaires avec un équivalent de régolithe dans une chambre à vide, pourquoi n'ont-ils pas réussi à répliquer les mêmes empreintes que celles laissées par les astronautes visibles sur les photos originales? S'il est vrai, comme beaucoup l'affirment, que les missions lunaires ont en réalité été tournées en studio sur Terre, un des problèmes fondamentaux à résoudre était celui de simuler la gravité lunaire qui est d'environ 1/6 de la gravité terrestre. La technique la plus adaptée pour obtenir un effet de ce genre a toujours été l'utilisation de câbles d'acier. Fins et invisibles pour les caméras, les câbles d'acier étaient déjà utilisés avec une grande efficacité par Walt Disney au début des années 60, comme dans le film Mary Poppins. Et aujourd'hui encore, ils sont utilisés très régulièrement, comme par exemple dans le film Magnificent Desolation de IMAX, précisément pour reproduire les promenades lunaires des missions Apollo. Connectés à un système de contrepoids, les câbles d'acier permettent à l'astronaute de réduire son propre poids comme il veut et de simuler à la perfection la gravité lunaire. Une autre façon d'obtenir le même effet consiste à attacher les câbles d'acier à des ballons gonflés à l'hélium. Ce système a été utilisé par exemple dans la série télévisée De la Terre à la Lune, produite par Tom Hanks. Le résultat reste celui d'alléger le poids de l'astronaute de façon à simuler la gravité lunaire. Mais il reste un problème avec les câbles d'acier. Bien que normalement ils demeurent invisibles, il arrive parfois qu'ils reçoivent un rayon de lumière qui les rend visibles pendant juste une fraction de seconde. Et c'est ce qui semble s'être passé, par exemple, pendant cette séquence d'Apollo 14. Alors que les astronautes s'affairent tout près du LEM, à un moment donné, on voit des reflets de lumière juste au-dessus de la tête des astronautes. Le premier reflet est certainement dû à l'antenne que les astronautes portent sur leur sac à dos. Cette antenne, longue d'une trentaine de centimètres, renvoie assez souvent des rayons de lumière qui la frappent. Et ensuite, il y a un deuxième reflet, juste après le premier, qui ne peut pas être attribué à l'antenne et qui semble être justement celui d'un câble. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Ceci est la silhouette de l'astronaute avec son sac à dos. Et voici l'antenne qui renvoie le premier reflet. Et là, le second reflet, beaucoup plus haut, qui ne peut pas être attribué à l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière juste au-dessus de l'astronaute, à environ 1 mètre au-dessus de sa tête. Et ce quelque chose ne peut pas être un reflet dans l'objectif consécutif à la première lumière, puisque le second reflet arrive après celui de l'antenne et non en même temps. Un cas similaire s'est produit lors de la mission Apollo 17. Là aussi, on peut voir d'abord un premier double reflet sur l'antenne du sac à dos et ensuite un reflet beaucoup plus haut, juste au-dessus de la tête de l'astronaute. Revoyons de plus près. Voici le premier reflet de l'antenne. Le second, et ensuite un reflet beaucoup plus haut qui ne peut pas provenir de l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière environ 2 mètres au-dessus de la tête de l'astronaute, à un endroit où normalement on devrait trouver seulement du vide, en tout cas aucun objet.
Les débunkers soutiennent cependant qu'il ne s'agit pas de reflets de lumière sur les câbles, mais de simples défauts dus à la conversion vidéo. Sur son site web, Attivissimo écrit « Ce ne sont pas des fils ou des câbles. En général, il s'agit des défauts de compression, c'est-à-dire d'erreurs introduites par la conversion répétée des vidéos d'un format à un autre, par exemple lors de la publication sur YouTube. Les vidéos originales auxquelles il faut se référer pour toute analyse sérieuse, au lieu de s'appuyer sur des copies détériorées et converties je ne sais combien de fois, ne présentent pas ces phénomènes. » Mais Attivissimo se trompe. Celles que nous avons montrées sont précisément les vidéos originales non converties de Spacecraft Films, justement celles auxquelles Attivissimo nous dit se référer pour toute analyse. Qui possède les vidéos originales peut vérifier que les éclairs de lumière existaient déjà sur les originaux et qu'ils ne sont pas les résultats d'une conversion vidéo comme le soutient Attivissimo. Mais il n'y a pas que les éclairs de lumière pour suggérer l'utilisation de câbles d'acier dans les images de la Lune. Nous avons aussi plusieurs séquences vidéo dans lesquelles les astronautes semblent se soulever du sol sans aucun effort apparent, comme si justement il y avait quelque chose d'invisible qui les tirait vers le haut. Analysons certaines de ces situations. Cet astronaute est incliné vers le sol et tout d'un coup, il se remet sur ses pieds sans aucun effort apparent, comme si une force mystérieuse le tirait soudain vers le haut. Ici, l'astronaute est également tiré vers le haut tout d'un coup, et ensuite, c'est comme s'il restait pendu à quelque chose, roulant sur lui-même. Revoyons la scène. Ici aussi, l'astronaute est d'abord soulevé de terre et semble ensuite rester suspendu un instant dans le vide. On dirait une marionnette soulevée par des fils invisibles. Et ici, l'astronaute tombé à terre se soulève du sol comme si une force invisible le tirait par le sac à dos. Revoyons la scène de plus près. Ici, l'astronaute s'affaire sur ses instruments quand tout d'un coup, une force mystérieuse le tire vers le haut et vers sa droite. Revoyons cela. Il y a même une situation où l'astronaute se plaint de ne pas pouvoir se remettre debout et semble presque attendre que quelqu'un le soulève. L'astronaute attend jusqu'à ce qu'une force mystérieuse le tire vers le haut. Dans cet autre cas, l'astronaute tombe en avant mais reste étrangement suspendu en l'air. En y regardant de plus près, il semble même qu'il reste tout d'abord suspendu au-dessus du sol et qu'ensuite, une force mystérieuse le tire vers le haut. Et là, nous avons un cas apparent de lévitation. L'astronaute de gauche fait un bond en avant et semble ensuite suspendu dans le vide, avec les jambes qui pendent, tandis qu'une force inconnue le soulève vers le haut. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Et enfin, il y a un exemple vraiment curieux. Regardez le mouvement que réussit à faire cet astronaute avec ses jambes, d'abord en avant, puis en arrière, sans s'appuyer sur quoi que ce soit. On dirait même que ses pieds glissent librement, d'abord vers l'avant, ensuite vers l'arrière, sur le terrain en dessous de lui. Si l'on redresse l'image en mettant l'astronaute verticalement, on voit encore mieux que celui-ci ne se redresse pas simplement sur la pointe des pieds, mais que c'est toute la partie inférieure de la jambe, depuis le genou jusqu'en bas, qui glisse d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais comment est-ce possible de glisser ainsi en même temps des deux pieds, d'abord en avant, puis en arrière, sans qu'une force vous maintienne en même temps soulevé du sol? Question. Étant donné qu'il ne s'agit ni d'effet de conversion vidéo, ni de reflet dans l'objectif, comment expliquez-vous les éclairs de lumière que l'on peut voir de temps en temps au-dessus de la tête des astronautes? Pouvez-vous expliquer comment un mouvement comme celui-ci, ou encore celui-ci, est possible sans qu'une force externe ne tire l'astronaute vers le haut? Le dernier ensemble de preuves est consacré à l'apparente présence d'air suggérée par les images de la Lune. Comme nous le savons, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. En théorie, les astronautes devraient donc se déplacer dans le vide le plus absolu. On peut pourtant relever certains détails dans les vidéos des missions Apollo qui suggèrent que nous nous trouvons en présence d'air. L'un de ces détails est le comportement des nuages de poussière soulevés par le rover, la Jeep lunaire. Si nous étions en l'absence totale d'air,
Tout le sable soulevé par les roues devrait exécuter une trajectoire parabolique parfaite entre le moment où celui-ci se détache de la roue et celui où il retombe sur le sol. Puisqu'il n'y a pas d'air pour freiner leur course, les particules les plus lourdes comme les plus légères devraient toutes suivre le même arc parabolique. A l'inverse, sur Terre, les particules les plus légères de sable sont freinées par l'air qu'elles traversent et restent en suspension plus longtemps, formant les classiques nuages de poussière que l'on peut voir derrière les roues. C'est un phénomène que nous retrouvons dans 1000 situations différentes, en soulevant simplement un peu de sable du sol, pendant une partie de golf ou lors d'une course de motocross. Mais c'est un phénomène que l'on retrouve aussi, et de façon bien étrange, derrière les roues de la Jeep lunaire où il ne devrait pas se produire. Regardez par exemple ce nuage de poussière qui reste en l'air après le passage du rover. Comme nous l'avons dit, en l'absence d'atmosphère, de tels nuages ne devraient pas se former. Tout le sable, du plus léger au plus lourd, devrait suivre la même trajectoire parabolique. Et de fait, sur le site de Debunking Clavius, on peut lire: si l'atmosphère est suffisamment dense, elle peut retenir en suspension de petites particules, s'opposant à la gravité pendant un bref laps de temps. Mais rien de cela ne peut survenir sur la Lune, car il n'y a rien qui puisse maintenir en suspension les particules de poussière. Au lieu de cela, ce genre de nuage de poussière se forme régulièrement derrière les roues de la Jeep et reste en suspension plusieurs secondes avant de retomber. Tout cela ne devrait pas se produire, comme nous l'avons vu, si nous nous trouvions véritablement sur la Lune, c'est-à-dire en l'absence d'atmosphère. Voici une autre situation dans laquelle nous vient le soupçon que nous sommes en présence d'air. Ce que l'on voit sur la droite est une couverture thermique montée sur la partie antérieure du rover. C'est une couverture que nous voyons souvent onduler pendant le déplacement du rover d'un endroit à l'autre. Quand le rover est arrêté, cependant, cette couverture ne devrait pas onduler, étant donné que sur la Lune, il n'y a pas d'air pour la faire bouger. Il y a pourtant un cas où cette couverture thermique semble bouger toute seule. Au début, on ne sait pas si c'est l'astronaute qui la touche. Mais ensuite, alors que l'astronaute balaie la poussière, la couverture thermique se gonfle et se soulève toute seule, et ce à plusieurs reprises, comme si un léger courant d'air la faisait se soulever. Il y a un autre cas étrange, toujours dans la mission Apollo 16. Quand un des astronautes referme ce capot sur le rover, on note un jet de poussière qui est propulsé vers le haut. Revoyons-le de plus près, au ralenti. Quelqu'un pourrait suggérer que c'est à cause de la vibration que le sable bouge. Mais en réalité, tout le rover est recouvert de sable, et s'il s'agissait d'une vibration, tout le sable bougerait en même temps. Au lieu de cela, le sable ne se soulève qu'en un point précis, et justement dans l'angle où le capot se rabat. Venons-en maintenant à l'une des questions les plus connues de tout le débat lunaire, celle des drapeaux qui flottent dans le vide. Sur les vidéos de la mission Apollo, en fait, on voit souvent le drapeau américain qui flotte. Mais il est extrêmement difficile de savoir s'il le fait parce qu'il a pris un courant d'air ou seulement parce qu'un des astronautes a touché son manche. De fait, les Mythbusters ont fait une expérience dans une chambre à vide pour démontrer qu'en l'absence totale d'air aussi, un drapeau peut parfaitement continuer d'osciller pendant quelques instants. This is flag waving test in a vacuum. And stop. Oh, It's definitely. moving a lot. Hey, It's moving a lot. So in the vacuum, the flag moved, not just a little bit. It actually moved quite a bit. So that proves you don't need wind in order to move the flag in a vacuum. Mais ce sont ensuite les Mythbusters eux-mêmes qui ouvrent le débat en lançant ce challenge. So unless someone finds a shot of the flag flapping without an astronaut manipulating the flagpole, it's myth-busted. À moins que quelqu'un ne décèle un drapeau qui ondule sans que l'astronaute ne touche son axe, ont-ils dit. Eh bien, des situations où le drapeau ondule sans que personne ne l'ait touché, nous en avons trouvé au moins 3. La première est extraite d'une séquence TV sur Apollo 15. Ici, un astronaute se fait prendre en photo par son collègue à côté du drapeau américain. Voici une image de la scène. Et ceci est la caméra montée sur le rover qui filme la scène en direct. Ensuite, l'astronaute sort du champ sur la gauche.
Après quelques secondes, un des deux astronautes repasse devant la caméra en se dirigeant vers le LEM. Mais après son passage, on voit osciller le drapeau sans que personne ne l'ait touché. Revoyons ça. Certains des bunkers ont avancé que l'astronaute avait touché le drapeau avec son coude au moment où il passait à côté. Mais il suffit de faire un petit exercice de triangulation tout simple avec la photo pour voir que cela n'est pas possible. En effet, pour remplir le cadre à ce point, de la tête jusqu'aux hanches, il faut que l'astronaute passe environ à mi-chemin entre le drapeau et la caméra. La distance est évidemment bien trop grande pour que l'astronaute puisse effleurer le drapeau avec son coude. D'autres des bunkers, comme Attivissimo, acceptent le fait que l'astronaute n'a pas touché le drapeau, mais suggèrent que c'est une sorte de charge électrostatique qui le fait osciller. Questo è il momento misterioso. L'astronauta non ha toccato la bandiera, ma oscilla. Perché? La teoria che circola fra gli addetti ai lavori è che ha un effetto elettrostatico, come quello che si ottiene quando si sfrega un maglione con una bacchetta di plastica, di vetro. Mais comme nous l'avons déjà vu, dans la partie illuminée de la Lune, il ne peut pas y avoir de phénomène électrostatique, car le vent solaire dissipe immédiatement toute éventuelle charge électrostatique qui aurait pu s'accumuler. En outre, un hypothétique effet électrostatique pourrait au maximum survenir au moment où l'astronaute se trouve juste à côté du drapeau, à l'endroit le plus proche d'effleurement. Alors que, comme nous l'avons vu, la distance entre l'astronaute et le drapeau est relativement grande. Dans tous les cas, si l'on regarde avec attention l'arrivée de l'astronaute dans le champ, on remarque que le drapeau commence à osciller avant même que l'astronaute ne passe devant. Ceci exclut définitivement l'hypothèse d'une charge électrostatique et aussi celle qui voudrait que l'astronaute ait effleuré le drapeau de son coude. Il semble bien que l'unique explication plausible de cette oscillation soit un déplacement d'air causé par le passage de l'astronaute. Voici un autre cas où le drapeau bouge sans que personne ne l'ait touché. C'est la fameuse scène où les astronautes d'Apollo 16 se photographient l'un et l'autre plusieurs fois en train de sauter près du drapeau planté au sol. Au début, le premier astronaute photographie son compagnon en lui demandant de sauter en l'air tout en faisant le salut militaire. Ensuite, quand ils échangent les rôles, on voit le drapeau bouger légèrement sans que personne ne l'ait touché. En accélérant et en agrandissant la scène, le mouvement devient encore plus évident. Plus tard, quand le second astronaute a lui aussi fini de prendre des photos, tous deux repassent devant le drapeau en le faisant onduler sans jamais le toucher. Voici la même scène rapprochée et accélérée. Il y a ensuite un cas extrêmement intéressant où le drapeau bouge tout seul, et ce, à plusieurs reprises, alors que les astronautes se trouvent déjà à bord du LEM. Il s'agit de la mission Apollo 14, à la fin de la deuxième promenade lunaire. Les deux astronautes sont en train de se préparer pour entrer dans le LEM quand l'un d'eux se prend les pieds dans le câble de la caméra et la fait tomber à terre. Après quelques secondes, l'astronaute s'approche de la caméra et la remet en position, tandis que son collègue commence à remonter l'échelle du LEM. Après quoi, le premier astronaute se dirige lui aussi vers le LEM pour y remonter. À partir de cet instant-là, personne ne touchera plus à la caméra. Le premier astronaute termine quelques opérations de chargement avec une poulie spéciale.